Qu'est-ce qui préside à nos destinées? Hasard, nécessité, amour, chaos. Depuis longtemps, les grandes religions ont choisi leur camp. Et quand on leur demande le sens de nos souffrances, elles nous répondent: ceci est ton lot. Ceci est ta croix. Ceci est ton karma. À ces réponses des grandes religions, un ami leur rétorque: fake, fake, fake. Le livre de nos destinées n'existe pas. Rien n'a été écrit avant que cela n'arrive. Seuls existent les biographes qui tentent d'établir un sens parmi quelques événements passés et choisis. Eh bien, nous avons choisi de devenir les biographes de Gilles et Marcel Nuss, à leur demande. Et pour vous raconter leur histoire, nous avons encore un peu besoin des dieux et des déesses. Alors, il était une fois, au fin fond du cosmos, la demeure de Dieu. Un tripot sordide de la banlieue du bonheur. Autour d'une immense table de jeu, les dieux boivent, se shootent et jouent à des jeux de hasard. Et quand se présente à eux une petite âme prête à s'incarner, ils se la disputent à coups de dés. Et celui qui la remporte la jette en braillant sur la roulette du destin. C'est parti ma petite chérie, tes jeux sont faits. Et nos destinées sont scellées. En complément de nos destinées, on nous octroie une paire d'anges gardiens, collés à nos basques depuis le ventre maternel jusqu'au tombeau. Ils ne sont pas là pour nous protéger. Ils sont là pour veiller à ce que tout se passe pour le pire ou le moins pire. Samedi soir, dans la salle de télévision du foyer Le Bon Soleil à Barbejac, tous les résidents en situation de handicap physique, paraplégiques, infirmes moteurs cérébraux, handicapés de naissance ou accidentés de la vie, arrivent en manœuvrant leurs énormes fauteuils électriques à l'aide d'un pouce, d'un menton, d'un coude, et sont accueillis devant la télévision par Josiane. Ouh là là, on est nombreux, hein? Non mais ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux, hein? Et oui, Vanessa, votre proposition a eu du succès, hein? Où est-elle, Vanessa? Vanessa, la petite stagiaire. Vanessa? Vanessa? Bip, bip, bip. Ah oui, oui, laissez passer Jean-Pierre avec son gros fauteuil. Mais bien sûr, mais venez vous asseoir, vous installer à côté de moi. Évidemment que ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Oui, bien sûr, hein? Nous, on voudrait dire que avec Samir, nous... Non, vraiment, je suis désolée de vous couper, hein, Julie, mais nous n'avons pas le temps de prendre le temps de parler, hein, parce que ça va commencer. Hein. Mais c'est important ce que nous aimons. Non, vraiment, désolée de vous couper encore une fois, hein, Julie, mais nous n'avons pas le temps de prendre le temps de parler, et il n'y aura pas d'émission, de débat après l'émission. La décision a été prise d'un commun accord par la directrice. Hein? Il est où, Jésus? Ce serait bien qu'il soit parmi nous quand même. Ah oui, mais Charlotte, tu comprends bien qu'un lit médicalisé dans la salle télé, ça va être compliqué là. Non,
Non mais Vanessa l'emmène. Non mais Vanessa, vous prenez des initiatives. Non mais c'est très bien. Oh, d'accord. Oui, voilà, mettez-vous, voilà, dans l'autre sens. Voilà, comme ça, devant la fenêtre. Et puis, on est tous là, et Jésus est parmi nous, c'est très bien. Vous êtes prêts? Bon, par contre, je vous demanderai le silence parce que l'émission va commencer. Allez, ça. Au même instant, dans les gradins du studio d'enregistrement de l'émission Bye Bye Tristesse, le public est chauffé à bloc. Il sait rire, applaudir, huer au doigt et à l'œil du chauffeur de salle. Sur le plateau, les techniciens s'activent. L'heure du direct approche, la tension monte. En coulisses, dans sa loge, Victor Branc, l'animateur vedette, est prêt. On l'a habillé, on l'a coiffé, on l'a maquillé. La nouvelle petite stagiaire sort en réajustant son corsage. Putain, la garce. Elle a de l'avenir, celle-là. Victor, au plateau dans 3 minutes. Gilles et Marcel Nuss, handicap et sexualité. Jenny, c'est quoi cette fiche? Ce sont vos invités. Bonsoir, il était pluri-handicapé, elle était assistante sexuelle. Ils sont tombés amoureux fous et se sont mariés. Et depuis vite heureux, je sais quoi. Un couple qui milite pour l'accompagnement sexuel et sensuel des personnes en situation de handicap, Victor. Ah non, c'est glauque, je peux pas les recevoir, impossible. Dans 1 minute au plateau. Je veux faire l'amour, en dépit du bon sens, autobiographie d'un tétard à tuba. Non mais c'est quoi ces bouquins? Dans 1 minute au plateau, Victor. Victor Branc sort de sa loge. Il regarde son plateau, son public. Il voit rentrer ses invités. Dans 10 secondes au plateau. 9, 8, 7. Là-bas, cette petite, ça doit être Jill. Quelle pompe! Et ses yeux, magnifiques. Et dans ce fauteuil, 6. son mari. Mais c'est quoi ce truc? Il est monté à l'envers ou quoi? Ça me dégoûte. 5. C'est pas possible d'être comme ça plutôt que crever. Et ils font l'amour. 4. Et est-ce que je vais capter ce qu'il me dit? Sinon, qu'est-ce que je fais? Putain, la merde! 3, 2, 1. Sur le plateau, Gilles et Marcel se regardent et se sourient. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour commettre un attentat à la pudibonderie. Antenne. Bonsoir! Il était pluri-handicapé, elle était assistante sexuelle, ils sont tombés amoureux fous et se sont mariés depuis vif heureux. Bonsoir! Alors Gilles, après avoir connu le monde des libertins et avoir été escort girl, vous êtes devenue accompagnante sexuelle. Vous, Marcel, victime d'une maladie génétique rare, vous êtes écrivain, essayiste, poète. Elle veut le phallus en liesse dans la vis d'ardeur abyssale pour faire chanter les fesses qui glissent sur son fanal. Il aime qu'elle le presse de son désir cannibale dans une sorte de messe aux saveurs de Plaisir! Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Bye Bye Tristesse. Ce soir, nous accueillons Jill et Marcel Nuss. Marcel, le sexe est au centre de votre existence. Oui, mais l'amour, surtout. Il faut croire que je suis né sous ces deux signes.
bien des années auparavant. Par un après-midi chaud du printemps 1954, dans la paille épaisse d'une grange alsacienne, Lucien Nuss et Jacqueline, sa future femme, se caressent. Lucien, d'une main sûre, relève la jupe de sa bien-aimée, pose la paume sur le sexe humide, y glisse un doigt joueur. Jacqueline soupire. Jacqueline. Ils s'embrassent, dansent, langue contre langue, partagent leur salive sucrée. Jacqueline ouvre le pantalon de son bien-aimé, frôle le sexe tendu. Elle se cambre, elle ouvre les hanches, lui la pénètre fiévreux. Ils s'embrassent, roulent dans la paille épaisse, ils ignorent les piqûres, ils se griffent le dos, se mordent les épaules, se sucent les doigts. Au fin fond du cosmos, au même moment, dans le tripot sordide, un petit grain d'âme se présente prêt à s'incarner. Zeus l'attrape comme un moucheron. Il est à moi. Mais le dieu de Thor lui fracasse le crâne avec son marteau. Il est à moi. Anubis, Zarathustra, la Pachamama, tous les autres dieux et déesses se jettent dans la mêlée. Il est à moi, à moi, à moi. Jusqu'à ce qu'arrive le grand God, qui tape du poing sur la table de jeu. Départageons-le au jeu de dés. Tous les dieux et les déesses jettent sur la table leurs dés dorés. C'est le grand God qui le remporte d'un triple 6. Il est à moi, bande de dégénérés. Et un petit pêcheur de plus, un. Le grand God jette sur la roue du destin le petit grain d'âme qui roule, tourne, fuse dans un sens, dans l'autre, jusqu'à s'arrêter sur la case. 1001 obstacles. 9 mois plus tard, le matin du 13 février 1955, dans le ventre maternel, le petit Marcel tente de se retourner, en vain. C'est qu'il a si bien profité. Il est devenu si potelé qu'il n'a plus la place de se retourner. Quand tout à coup il sent une présence, tout près de lui, dans le ventre. Un ange, les ailes toutes déplumées, le visage ravagé par la vérole. Allez, pousse-toi, gamin. Je suis Cupidon, l'un de tes anges gardiens. Cupidon, l'ange de l'amour, pour te servir, gamin. Cupidon s'installe devant la grande porte de l'existence, avec son arc et ses flèches fleuries. Tu dois naître demain, gamin, le 14, jour de la Saint-Valentin. Seulement moi, demain, j'ai du turbin, alors je prends un peu d'avance. Et je tomberai amoureux. Et comment tu tomberas amoureux? Regarde-moi ces flèches, des amours, des belles, des tendres, des qui déménagent. Alors que Cupidon a déjà envoyé près d'une dizaine de flèches fleuries. Le petit Marcel sent une nouvelle présence avec eux dans le ventre. Une silhouette maigre et sombre tente de se glisser près d'eux. Écarte-toi, enfant. Je suis Azraël, ton second ange gardien. Azraël, l'ange de la mort, pour te servir, enfant. Azraël tient par le cou 2 peaux de cadavre, celle d'un fœtus mort-né et celle d'un enfant de 8 ou 9 ans. Je te présente ton frère aîné, Marcel Nuss, mort en couche. Et voici ton oncle, Marcel Nuss, écrasé par une charrette. Ils seront ton apparence. Azraël s'installe devant la grande porte de l'existence, sort une longue paire de ciseaux rouillés. Qu'allez-vous faire, monsieur l'ange? Je vais te fabriquer un linceul pour ta vie. Ton frère et ton oncle seront ton apparence, enfant.
Effrayé, le petit Marcel se tourne vers Cupidon, l'implore du regard. Et gamin, tu connais la devise des parachutistes de la France libre? Qui ose vaincra, gamin. Qui ose vaincra. Le petit Marcel décide alors de contredire les cartes de son destin. Il devait naître le 14, il naîtra le 13. Il donne un grand coup de rein et se retourne enfin. Il plonge vers la grande porte. Azraël se lève pour le retenir. Il l'attrape par le talon, mais le petit gigote se libère et sort victorieux du ventre maternel. Un jour, tu me demanderas de venir te chercher. Marcellus naît le soir du 13 février 1955. C'est un beau bébé costaud qui profite bien. Mais à 8 mois, il se relève pour la toute première fois en s'agrippant aux objets qui l'entourent. Quand il vient à s'appuyer au miroir, ses grands-parents rigolent de le voir faire cette frimousse devant son propre reflet. Mais si Marcel fait cette grimace, c'est qu'il vient de reconnaître la silhouette d'Azraël qui lui présente le pantalon de son linceul de vie. Et à cet instant, il sent une brûlure au talon. Une douleur si aiguë qu'il hurle et s'écroule. Il vient de perdre l'usage de ses jambes. Dépendre. Dépendre à perpétuité. Dépendre à tout bout de champ. Même pour se gratter l'entre-jambe, les jambes arquées jusqu'au rugissement. Un rugissement muet car il faut patienter. Silencieusement. Dépendre sans déranger à tout bout de champ. La patience entre les dents se rongeant laissant de dépendre. Dépendre pour tout, pour rien, de tous et de chacun. Attendre que l'on veuille bien que l'on ait le temps ou l'envie. Oui, ai-je vraiment l'envie là tout de suite maintenant? J'ai peut-être d'autres obsessions avant, ou priorités, ou occupations, ou interrogations. Je le ferai, mais je n'ai pas le temps immédiatement. Attends, invitation de demain tout à l'heure. Quand je m'attends. Oui, ai-je vraiment l'envie là tout de suite maintenant? J'ai peut-être attendre de dépendre éternellement, d'attendre le temps des autres, de ce corps. Et gros temps. D'autres obsessions avant, ou priorités, occupations, interrogations. Je le ferai, mais je n'ai pas le temps immédiatement. Attends, invitation de demain tout à l'heure. Quand je j'ai peut-être d'autres obsessions avant, ou priorités, occupations. Se morfondre de dépendre dans le bonheur si intense à chaque moment d'être accompagné, d'attendre le bon vouloir, le bon savoir, le sourire en cépage de grâce, de patience et d'indulgence. Comment dépendre sans un brin d'indulgence en bandoulière, les jours de disette? Marcel, vous êtes victime d'une maladie génétique rare. On parle d'abord de poliomyélite, de myopathie, mais en fait, vous êtes atteint d'amyotrophie spinale infantile de type 2, une maladie congénitale évolutive. Marcel, la médecine se déclare impuissante sur votre cas. Vous allez passer toute votre vie dans un fauteuil. C'est comme moi. Et oui, Charlotte, mais ce monsieur a la même maladie génétique que vous et il passe à la télévision, comme quoi, hein? Ils vivent comme un couple normal. Oui, Charlotte. Ça pourrait être votre projet de vie, votre nouveau projet de vie. Enfin, reste à rencontrer quelqu'un. Et lui, ma foi, je le trouve assez charmant. Elle est belle, hein? Elle est jeune, hein? Elle est très jeune, oui, c'est vrai. Elle est très belle aussi, hein? Et lui, je dirais, ma foi, pourquoi pas? À l'écran,
Marcel est filmé en gros plan sur son énorme fauteuil électrique. Son visage de boxeur est éclairé d'un sourire malicieux. Les téléspectateurs essayent de comprendre ce corps difforme et inerte sous le costume anthracite. Et certains repèrent le petit tuyau qui sort de son cou pour l'aider à respirer. Jill, elle, est filmée depuis le buste. Ses grands yeux bleus pétillants, sa robe colorée éclaire tout le plateau. Elle écoute et regarde son mari amoureusement. Elle sait ce qui va bientôt se passer. Victor, nous avons des commentaires. Commentaires des téléspectateurs, Jenny chérie. C'est la belle et la bête. Ça, Jill, c'est pour vous. Marcel, vous êtes courageux. Tenez bon. À cette heure de grande écoute, il y a des enfants devant la télévision. Eh bien, allez les coucher vos gosses, car voici venue l'heure des confessions. Marcel, enfant, vous gravez sur la coudoir de votre fauteuil roulant le dessin d'une femme nue. Et dessous, vous inscrivez « Pour aller loin, il faut ménager sa monture ». Vous étiez un chaud lapin dès l'enfance. L'intuition, surtout, que l'amour soulagerait mes souffrances. Bien des années auparavant, enfant, adolescent, Marcel a fait de longs séjours réguliers dans des institutions médicales. Son corps était bien nourri, lavé, pesé, mesuré, étudié, mais couché jour et nuit dans un lit métallique à barreaux. Ses muscles n'étaient plus assez sollicités et s'étiolaient. Année après année, de séjour en séjour, sa musculature se délite. Et la nuit, couché au milieu de dortoirs lugubres, il croit entendre perché au-dessus de lui comme un corbeau, Azraël, qui lui coud à petits poings serrés son linceul de vie. Qui sera demain pour celui qui dort, mais qui dort dans ce drap, celui qui mourra. J'écris pour me réapproprier l'histoire de mon corps, nous dira Marcel plus tard. Quand il a 9 ans, le chef des masseurs de l'institution dans laquelle il est alors ne supporte plus de voir les rétractations de ses jambes. Il appelle un étudiant, lui demande de maintenir les jambes droites. Il appuie de tout son poids sur les genoux. Les rotules se brisent. Marcel dut hurler. Il ne sait plus dans quelle langue. Erreur médicale, classée sans suite. Mais pour Marcel, c'est la dégringolade. Plâtré, il perd tous ses muscles dorsaux. Pour se tenir assis, désormais, il doit porter un corset. Or, celui qu'on lui fabrique quand il a 14 ans est si mal conçu que sa colonne vertébrale et sa nuque se tordent et se figent. Son diaphragme se bloque. C'est depuis que pour respirer, il doit être assisté d'une machine. À 17 ans, il est entièrement paralysé, sauf les yeux, la bouche, à peine 2 doigts, et le sexe. Putain de Dieu. Putain de Dieu, putain de Dieu, putain de Dieu. Ô défaite de la nuit où je fus conçu.
renvoyez dans l'oubli cette union corrompue. Effacez à jamais ce jour où je suis née. Oh, comme j'aimerais n'avoir jamais été. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Putain de Dieu, putain de Dieu. À 17 ans, il fait une infection pulmonaire. Il ne guérit pas. Il étouffe. Il s'accroche au respirateur. Il angoisse. Il étouffe. Quel est ce Dieu d'amour qui se rit de mon sort, qui déprave mes jours, qui entrave mon corps, me cloue au carrefour du froid et de l'ennui, qui reste sans secours quand je hurle à la vie? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Putain de Dieu. Il étouffe. Putain de Dieu. Il n'a plus la force de penser. Il cherche l'air. Il inspire, s'asphyxie. Il expire, il étouffe. Faites qu'il affermisse sa main et m'achève pour que ma tête glisse sous le poids de son glaive, qu'il me donne l'espoir de jeter au tombeau cet avenir sans gloire, ce présent sans repos. Pourquoi moi? Pourquoi? Il inspire, il ne pèse plus rien, 19 kilos, il expire. Il angoisse de mourir, il inspire. Il espère mourir, il expire. Qu'il soit donc maudit ce Dieu qu'on dit d'amour, lui qui blanchit mes nuits et qui noircit mes jours, qui torture d'amertume cette vie sans issue, me violente, me consume, qui sans me tuer, me tue. À 19 ans, il fait un coma. L'ambulance, sa mère avec lui, les sirènes, les urgences, poussez-vous. L'équipe est parée, mais c'est quoi ce corps en arrêt respiratoire éternel? Vite, il va mourir, vite, une trachéotomie. Azraël, il prend Marcel dans ses bras. Il le trouve beau. Il le porte comme un petit sur le chemin jusqu'au lac des Trépassés. Il descend au fond, le traverse, remonte de l'autre côté, ouvre une porte rouillée. C'est celle du tripot sordide. Azraël pose Marcel sur le sol glacé et se retire. Au loin, Marcel aperçoit les dieux et les déesses, abachis. Ils attrapent devant eux des tombes, des cercueils. Ils les ouvrent comme des huîtres, les portent à leur bouche. Ils en aspirent les cadavres. Certains les engloutissent d'un coup. D'autres les dégustent avec délectation, lèchent un bras, sucent une jambe, croquent un crâne, comme autant de petites crevettes. Et puis Marcel aperçoit dans un coin un ange, occupé à soigner ses ailes blessées, le visage ravagé par la vérole. Cupidon, 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 je suis mort. Ça ne saurait tarder, gamin. Mais c'est pas possible. Tu m'avais promis des amours, des belles, des tendres, des ménages. Je sais, gamin. Rien ne s'est passé comme prévu. Et gamin, tu te rappelles la devise des parachutistes de la France libre? Qui ose vaincra. C'est ça, gamin. Qui ose vaincra. Vise la porte. Elle est restée entr'ouverte. Marcel! Marcel! Après 6 jours de coma, vous vous réveillez. C'est en fait le vrai début de ma vie. Il a fallu que je frôle la mort pour entrer vraiment dans la vie. Marcel, vous allez passer 7 ans à l'hôpital et c'est là que vous découvrez
la sexualité avec les confidences des infirmières. J'aurais bien voulu être là. Marcel, c'est à elle, aux infirmières, que vous dictez vos premiers poèmes. Il s'est réveillé? Ah oui, d'accord. Écoute, je vais prendre ma pause. Tu peux t'occuper de la 302? Oui. Oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Allez, à tout à l'heure? Ouais, à tout à l'heure. Salut Marcel. Ça va bien aujourd'hui? Vous êtes belle ce matin. Merci. Auriez-vous un stylo? Tu sais, en fait, je suis venue aussi m'occuper de toi pour te Auriez-vous un raconter. stylo? Tu te souviens, l'infirmier brésilien, là, le beau... Prêtez-moi votre main accent, là. Bon, ben, pour écrire. en fait, voilà, ce qui s'est Tous passé... les poèmes qu'amour m'inspire, C'était très bizarre. À un moment donné, on s'est que ma retrouvés tous mémoire les ne deux, peut retenir. tout seul, à la salle de pause. Votre main Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais pour écrire. c'est pas moi, vraiment, j'ai rien fait. C'est juste que c'est nos deux corps. Ils se sont attirés. Prêtez-moi comme ça. votre cœur et vos lèvres. J'ai senti comme Je veux goûter l'ardeur un feu qui et la fièvre, arrivait sans de pitié, mes pieds. ni compassion, ni aide. Votre cœur C'était sur absolument mes lèvres. incroyable. Et donc après Prêtez-moi votre main on s'est retrouvés tous les deux comme pour ça. tenir ce sexe ému, J'ai pas fait gorgé de désir, exprès, vraiment. que mes doigts ne peuvent saisir. Votre Voilà. main pour jouir. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel? Tu as un problème? Tu as mal quelque part? C'est sous les draps? Attends, je regarde, hein. Mais tu bandes, Marcel. Je dois... Je ne suis qu'une oreille et des yeux. Après. Je ne suis qu'une bête à bon Dieu. Soyez un eunuque au sérail. Soyez comme une poupée. Soyez comme un enfant. Soyez juste un handicapé. Et puis un soir, entre dans la chambre de Marcel une nouvelle infirmière, Gabi. Après avoir accompli ses tâches avec une délicatesse un peu inquiète, elle éteint le plafonnier, s'apprête à sortir. Marcel jurerait avoir vu passer un ange, les ailes toutes déplumées. Avez-vous la foi en Dieu? Gabi s'assoit sur un tabouret. Sa silhouette est nimbée d'un clair-obscur. Non. Et vous? Oui. Enfin, je crois que c'est ce qui donne un sens à ma vie. Moi, je ne crois plus en Dieu. Je ne crois plus qu'en moi-même. Vous croyez donc que tout vient de vous? Disons que si Dieu existe, il m'a jeté trop de fois dans l'ornière. Alors je préfère reprendre les rênes de ma vie. Ce soir-là, Marcel et Gabi ne sont plus que deux voix, à l'écoute l'une de l'autre dans la pénombre. Gabi, Oui. auriez-vous un stylo et un morceau de papier? Prêtez-moi votre main. Et ce soir-là, Gabi lui prête ses lèvres. Marcel, pour la première fois de votre vie, vous faites l'amour. Jenny, la lumière en face. Marcel, pour la première fois de votre vie, un désastre. Marcel, vous vous mariez, vous devenez père de 2 enfants, une maison, un chien, une vie bien rangée, quoi. Une vie de misère. Pour Gabi, surtout, qui doit tout porter. Pour que je puisse survivre.
quelqu'un doit s'occuper de moi 24 heures sur 24. Enfant, c'était ma famille. Et puis ça a été l'hôpital. Mais pour une personne seule, avec 2 enfants, c'est énorme. C'est pourquoi, Marcel, vous demandez à ce qu'on vous octroie une allocation. Les services de l'État vous laissent espérer, mais rien ne vient. Votre couple n'y résiste pas. Mais Marcel, pour un dernier sursaut, vous allez menacer Ségolène Royal, alors ministre, d'entamer une grève de la faim. Marcel, grâce à votre détermination, vous faites plier les services de l'État pour toutes les personnes dans votre situation. Applaudissements. Avec ma canule qui pue, en faisant des appels lyonnais, comme d'autres phares, je suis. Complètement de travers pour imiter du Picasso nature comme d'autres du Boudéro. Je suis avec mes verres à pied nickelés qui boivent d'avoir trop forcé sur les mots et comme d'autres sur la bouteille chacun son ivresse. Avec mes verres à pied nickelés qui boivent d'avoir trop forcé sur un mot élevé comme d'autres sur la bouteille, chacun son ivresse. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Tu veux que je lise dans ton carnet? Pas de problème. Il faut que je baise, c'est une question de vie ou de mort. Oui, on est dans le vif du sujet là, Pierrot, bien sûr. Oui, bien sûr, avec quelqu'un de consentant, évidemment, on est d'accord. Bip, bip. Oui, Jean-Pierre, le cryptographe. J de je. P de peu. Je peux. F, je peux faire le cœur. Je peux faire le cœur. L'amour? Avec moi? Jean-Pierre. Nous, on est mariés depuis 10 ans et on ne peut pas faire... Non, vraiment, je suis désolée de vous couper encore une fois, Julie et Samir, hein, mais nous n'avons pas le temps de prendre le temps de parler, mais nous en discuterons à la réunion de mardi. Hein? Mardi en 8. Sur le plateau, Gilles fait un clin d'œil à Marcel. Ils se regardent et se sourient. Ils savent tous les deux que l'heure approche. De son côté, Victor Branc révise discrètement ses fiches. Putain, mon Vicky m'était assuré, mais comme avec un type normal. Plaisir. Où est-ce que t'en étais? C'est quoi cette chaleur? Ils vont la réparer, cette prime, hein, feignasse. Gilles, à vous. Vous allez bien? Oui, merci. Quelle bombe, cette fille. Comment est-ce qu'elle peut coucher avec un type pareil? Elle doit avoir un problème. Quel gâchis.
à nos désirs. Amour, Oedipe, instinct. Depuis longtemps, les grandes morales ont choisi leur camp. Et quand on leur demande s'il faut suivre nos désirs, elles nous répondent « Ceci est illusion, ceci est perdition, ceci est perversion ». À ces réponses, les grandes morales, notre ami leur rétorque « Fuck, fuck, fuck ». Au fin fond du cosmos, 30 ans, tout juste après notre premier épisode, une petite âme se présente, prête à s'incarner. Mais tous les dieux et les déesses sont sous la douche commune. Ils se montrent leurs biceps, se claquent le cul, se masturbent tout en se racontant des saletés. Dans le tripot sordide, seul est là Cupidon, occupé à ramasser quelques plumes éparses pour soigner ses ailes blessées. Quand tout à coup, il aperçoit la petite âme. « Oh, gamine! Oh, gamine, comme tu es belle! Oh, si ça ne tenait qu'à moi, je t'appellerais Pilar, ou bien Jill. Oh, tu feras bien comme tu voudras. Je vais faire de toi une princesse. Tu rencontreras un prince charmant, et vous vivrez heureux jusqu'à la fin des temps. » Cupidon pose la petite âme sur la roulette du destin. Case du bonheur merveilleux. Et lance la mécanique céleste. C'est parti, ma petite chérie, tes jeux sont faits. Mais depuis les douches communes, le grand god l'a vu faire. Il hurle à la trahison. Seuls les dieux et les déesses ont le droit de sceller les destins humains. Il fait claquer sa serviette éponge sur la roulette et la stoppe net. Il attrape Cupidon et l'étrangle. Laissez-le. La petite âme s'interpose entre l'ange et le dieu. Et faites de moi ce que vous voulez. Soit. Alors à peine né, tu seras abandonné par ta mère. Oui, d'accord. À peine adopté par un roi et une reine, tes nouveaux parents se sépareront. Oui, d'accord. La nouvelle mère perdra des êtres chers et son travail de reine. Oui, d'accord. Elle se mettra à boire au milieu du palais en ruine. Oui, d'accord. Un jour, un chasseur entrera dans le palais. Il endormira ta mère, grimpera dans la haute tour jusque dans ta chambre d'enfant. Oui, d'accord. Ta mère ne voudra pas te croire et te giflera. Oui, d'accord. Et le roi dira que tu l'as bien cherché. D'accord. Jill se confie à son journal intime. Elle embrasse sa mère, part vivre avec son père. Elle fugue. Elle veut devenir styliste, mécanicienne. Elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. Elle travaille dans un garage. Elle aime des hommes, des femmes. Elle vit dans la rue, jongle, sillonne les routes en camion, retourne voir sa mère, son père. Elle essaye toutes les drogues. Elle devient vidéo-jockey. Elle vit la nuit et danse dans tous les clubs. Elle se prend un appartement, seule, en ville, qu'elle aménage pour s'y sentir bien. Parce qu'elle aime faire l'amour, elle décide de devenir escort girl. Mais elle ne veut pas accueillir ses clients chez elle. Alors elle se rend au domicile des hommes et ou des femmes, comme chez autant de princes charmants. Elle gagne bien sa vie. S'amuse à changer de look chaque jour. Elle se teint les cheveux, coupe ses propres vêtements. Un jour, un nouveau client l'appelle. Il se nomme Steve. Il lui dit « Je suis paraplégique ». Elle lui répond « Nous avons tous nos problèmes ». Elle se rend à l'adresse indiquée, prend l'ascenseur, sonne. Steve l'accueille dans son fauteuil roulant, lui dit qu'elle peut aller se servir un verre
et lui demande de lui gratter la tête. Peux-tu toucher mes cheveux et me caresser le cou? Tu peux faire ce que tu veux et m'embrasser sur la joue. Je veux toucher tes cheveux et te caresser le cou. Je peux faire ce que tu veux et même t'embrasser partout. Est-ce que je peux voir tes seins? C'est beau. Est-ce que je peux voir tes fesses? Elles sont belles. Est-ce que tu peux me caresser le ventre? Ah, ça fait équilibre. Tes seins. Ça fait du bien. Tes seins. Tes seins. Je sens plus rien. Remonte. Remonte. Merci. Quelques années plus tard, Marcel et Jill se rencontrent. C'est le coup de foudre. Sur le plateau, Jill se rapproche discrètement de Marcel et lui chuchote à l'oreille et lui montre ce qui vient de tomber sur le plateau au pied de Victor Branc. Ils se regardent et se sourient. Ils savent que la soirée vient seulement de vraiment commencer. Et ils n'écoutent plus les chroniqueurs qui défilent les uns après les autres sur le plateau. Pamela et ses potins du showbiz, Abdel et ses coups de gueule nature, Justin et ses conseils abdos santé, Virge et sa mode pour les moches, et Fatah et sa chronique réussir son couple. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Non, vraiment, encore une fois, je suis vraiment désolée de vous couper encore une fois, Julie et Samia, mais nous n'avons pas... Non! Ça suffit là maintenant, Josiane! J'ai le droit de parler, tout le monde a le droit de parler comme vous, Josiane! Donc, je disais, nous sommes mariés depuis 10 ans et nous ne pouvons pas faire l'amour car nous avons besoin d'une aide extérieure. Je suis une adulte comme vous, Josiane. J'en peux plus de cette vie, l'amour. Excusez-moi. Pardon, Julie et Samir, excusez-moi, je suis désolée, bien sûr, évidemment que je vous comprends. Excusez-moi, pardon. Je suis désolée. Oui, bien sûr, je vous comprends. Pardon, excusez-moi. Merci à tous nos chroniqueurs. Ce soir, nous accueillons Jill et Marcel Luz. Alors Jill, Marcel, ensemble vous créez l'APAS, une association qui milite pour l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Une association qui milite pour l'accompagnement sexuel et sensuel des personnes en situation de handicap. C'est ce que je viens de dire, Non, pas Jenny. Moi, c'est Jill. C'est pareil. Jenny, commentaires des téléspectateurs. On se dépêche, Oui, commentaires oui, des nous avons des commentaires. Nous avons des commentaires. Non, mais évidemment. Jenny. Ça va, oui. Alors, on aurait presque attendu. Ok. C'est formidable ce que vous faites. Continuez. Ça, c'est pour moi. Votre association, Jill, Marcel, c'est de la prostitution déguisée. Oui. Au regard de la loi, Jill et moi sommes considérés comme des proxénètes bénévoles. Je suis handicapé et je n'ai jamais eu besoin d'une association pour rencontrer mes compagnons. Eh bien, on a de la chance, n'est-ce pas, Jill? Bien sûr, tout à fait. Et nous préférerions que notre association n'existe pas et que toutes les personnes dans la situation de madame puissent se débrouiller seules, évidemment. Mais que répondre à ces jeunes gens qui s'adressent à nous parce qu'ils
il et elle désirent sentir la sensation d'un corps nu contre le leur? Que répondre à ces femmes, à ces familles qui s'adressent à nous parce qu'elles sont désemparées face à la souffrance de leur adolescent qui n'a pas la possibilité physique de se masturber? Que répondre à ces femmes qui viennent vers nous car par le biais de notre association, elles se sentent enfin en sécurité? Eh bien, que répondre Nous trouverons peut-être des réponses après la publicité. Dites-moi, Jill, qu'est-ce que vous faites chez vous pendant la publicité? Parce que chez moi, tout seul, je m'emmerde. À votre avis, Victor? Marcel, votre lacet est défait. Qu'est-ce qui préside à la normalité? Science, culture, statistique, histoire. Depuis longtemps, le corps social a choisi son camp. Et quand certains d'entre nous brandissent leurs différences, on leur répond « Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez rappeler ultérieurement. Votre dossier ne peut aboutir. » Fuck. Pendant la pause publicitaire, Victor Brandt s'est réfugié dans sa loge. Il espère la visite de Jill. Quand tout à coup il entend un bruissement d'ailes énorme comme une grosse poule ou une autruche. Putain, t'es con mon Vicky, une autruche dans ta loge. Ça doit être cette chaleur là. Ils vont la réparer là, cette clim, feignasse. Où est-ce que t'en étais? Ah oui, pisser. Il entre dans les toilettes, ouvre sa braguette, glisse la main dans son caleçon. Rien. Il ouvre son pantalon. Rien. Lisse. Comme une poupée Barbie. Ma queue. À ce moment-là, le bruissement d'elle juste au-dessus de lui. Et perché sur une armoire, un gros dindon, tout blanc, les ailes toutes déplumées, la gueule ravagée par la vérole. Ce visage, il me connaît. Maman? Cupidon, pour te servir. Cupidon, tu m'as piqué ma queue? Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle est partie, de son plein gré. Ma queue? L'ange s'envole et disparaît sur le plateau. La queue de Victor Brandt est tombée quelques instants plus tôt. Elle s'est décrochée du pubis comme un fruit mûr. Elle a glissé le long d'une jambe de pantalon et elle est sortie par le bas. Et puis discrètement, elle a rampé sur le plancher jusque dans les loges. Elle a trouvé la porte de service, alors elle s'est glissée dessous. Et puis elle a galopé dans le couloir, jusqu'aux escaliers. Et là, elle a sauté de marche en marche, sur ses petites couilles, jusque dans la rue. Et puis elle s'est mise à courir comme un chien fou, ignorant le danger des voitures et des vélos. Libre. Que de joie! Que de joie! Victor, au plateau dans 10 secondes. Putain, ma queue! 9, 8. Ma queue! Mais j'ai chaud, mais oui, mais vous avez chaud, mais oui, mais moi aussi j'ai chaud, mais il fait moite et c'est agréable et désagréable en même temps. Je comprends pas ce qui se passe, vraiment, c'est bizarre. 3, 2, 1. Antenne. Plaisir! Bon sexe à tous ceux qui nous rejutent sur le plateau de Baise-moi Tristesse. Ce soir, nous accueillons Gilles et Marcel Nuls. À ce moment-là, sur le plateau, Victor Brandt aperçoit les dieux et les déesses perchés sur les projecteurs, comme autant de rapaces affamés,
guettant leur proie. Et derrière ses invités, Victor Brandt reconnaît Cupidon qui lui fait un clin d'œil. N'aie pas peur, Victor. Les dieux et les déesses ne peuvent pas descendre dans votre monde de chair. Ce soir, ils seront spectateurs. Spectateurs frustrés et jaloux. Cupidon vise Victor Brandt en plein cœur. Fuck! Et Victor Brandt, pour la première fois, il regarde ses invités et les trouve beaux, belles, boules. Cupidon vise le chauffeur de salle. Fuck! Le chauffeur de salle écarte les jambes. Il arrache sa chemise, sa ceinture, les jette dans le public. Le public est chauffé à bloc, hystérique. Cupidon vise le public. Fuck! 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 Et dans les fauteuils, c'est un feu d'artifice de vêtements qui s'envolent. Un festival de corps qui se dénudent. Et Victor Brandt admire tous ces corps nus, jeunes, vieux, rougis, rougeaux, bruns, noirs, blancs. Cupidon vise les caméras. Fuck! 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 Dans les foyers, les téléspectateurs ahuris regardent leur émission préférée se transformer en un spectacle érotico-pornographique avec le détail d'un nombril, d'une épaule tatouée, d'un téton violet, d'un prépuce fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est curieux. On dirait un reportage animalier. Une parade de nuptiales. C'est beau. Sur le plateau, juste au-dessus, Victor Brandt voit les dieux et les déesses se rouler sur un plafond de verre. Ils voudraient descendre, mais ne peuvent. Et frustrés, ils enragent, jaloux. Sur le plateau, il aperçoit un groupe de VRP qui se déshabillent, se caressent, se masturbent les uns les autres. Et derrière eux, un groupe de vieilles dames qui les invitent dans leur fauteuil. Plus haut, une femme obèse se frotte l'autre cuisse sur son accoudoir, tandis qu'une autre donne des coups de fouet avec ses seins à un petit monsieur en chaussettes. Plus loin, un homme enfonce le moignon de sa cuisse dans le cul de son voisin ravi. Tandis qu'une femme ouvre si grande les jambes qu'elle avale toute une classe d'étudiants. Et sur cette montagne de chair, Victor Brandt voit des clitoris par centaines qui font du ski, de la luge. Sur le plateau, Jenny prend un bain de mamelles, de mamelons, de poitrine, de tétons. Victor Brandt s'approche de ses invités. Elle est partie. Elle va bien, Victor. Très bien. La queue de Victor Brandt court à travers la campagne. Elle saute sur une barrière. Et dans une prairie, elle aperçoit tout un troupeau de queues sauvages. Alors elle se dresse sur ses petites couilles et pousse un cri perçant. Que de joie! Que de joie! Mesdames et messieurs, la queue de Victor, attention, mesdames et messieurs, la queue de Victor, la queue de Victor, attention qui veut attraper la queue de Victor, mesdames et messieurs, attention, départ, attention, mesdames et messieurs,
respire, n'aie pas peur. Dans le sexe, il y a toujours un peu de peur. Bien, laisse-toi retirer tes vêtements, voilà, doucement, doucement. Mais vous êtes tous descendu de mon fauteuil là, mais comment avez-vous fait? Mais c'est formidable! Mais vous êtes beau là! Non, Vanessa, Jésus a peut-être la même le sol, ça va pas du tout ça. Je vais aller chercher les tapis de sol pour tout le monde. Ça sera bien. Ah, je prends les tapis de sol, hein? Touche-toi, Victor. Touche-toi. Ce n'est pas ton corps. Tu sens tous ces mains, ces frôlements, ces caresses, ces rires, ces murmures, ces odeurs, ces parfums, ces creux où l'on se glisse. Pierrot, vous voulez que je vous aide à prendre votre verge? On dirait que Gérard est consentant. Je vous laisse à vos affaires, vous êtes beau. Je ne vous regarde pas, c'est juste que je trouve ça beau. Tu sens qu'il te pince, cette douleur qui devient plaisir, ce plaisir qui devient douleur et qui s'évanouit. Accepte, Victor, accepte ce doigt qui va là où tu n'arriveras jamais. Non, pas le doigt de la main de... Charlotte, elle est toute seule. Goûte-toi, Victor, par chacun de tes pores étonnés, qui réclament et qui boivent. La liberté d'être sexuel, c'est beau, et le sexe, c'est une affaire sérieuse. C'est rire, c'est voler, c'est se dissoudre. Bip, bip, bip. Jean-Pierre, je me déshabille, moi aussi. Jill, Et Marcel. Jill, rentrons à la maison.